Sous la poussière brûlante, une mère serpent à sonnette et son petit se préparent à la première attaque. Un seul coup de bec pourrait lui transpercer le ventre, une seule morsure pourrait sceller son destin. Le désert est suffocant, qui frappera le premier ? Naissance dans l'enfer des sables. Serpent à sonnette contre grand géocoucou. Le soleil matinal rampe sur le bord de la falaise et se pose sur le désert de Sonora comme une couche de métal liquide, dominant le sable. Le vent emporte avec lui le parfum de la résine de cactus, la poussière brûlante et un léger goût de roche calcinée par le soleil. C'est l'un des déserts les plus hostiles d'Amérique du Nord, où seules les créatures qui ont appris ces lois depuis longtemps peuvent survivre. Et parmi les vagues de chaleur qui vibrent sur le sol, il en est une qui semble avoir presque fondu dans la terre, mais qui abrite en elle toute une nouvelle génération de son espèce. C'est une femelle serpent à sonnette, un animal doté de l'une des stratégies de survie les plus efficaces du désert de Sonora. Il y a quelques mois, à la fin du printemps, à l'ombre de racines épineuses, elle s'était enroulée autour d'un mâle, perpétuant un rituel d'accouplement ancestral que son espèce répète depuis des millions d'années. Après une lutte acharnée, le mâle le plus fort avait le droit de transmettre ses gènes. Dès l'instant où le spermatozoïde rencontra l'ovule, de minuscules embryons commencèrent à se former, non pas dans le sable, mais au plus profond du corps de la femelle. Les crotales ne pondent pas leurs œufs à l'extérieur comme beaucoup d'autres reptiles. Ils sont retenus dans l'oviducte, où ils se développent grâce au vitellus, protégés par le corps de la mère des variations brusques de température et des prédateurs qui rôdent aux alentours. Trois mois s'écoulèrent dans le silence du désert. Chaque fois que la mère sortait chasser, chaque fois qu'elle s'immobilisait, les embryons grossissaient, occupant davantage de place dans son abdomen. Au début de l'automne, son corps était sensiblement plus lourd. Chaque mouvement était plus lent, chaque contraction musculaire plus mesurée, comme si un effort trop important risquait de rompre le fragile équilibre intérieur. Elle chercha une dépression peu profonde où le sable n'était pas trop chaud et où les rochers conservaient la fraîcheur de la nuit. Son corps, à moitié exposé, à moitié immergé, ses écailles dorsales épousaient la courbe du sol. De l'extérieur,
Elle ressemblait davantage à une racine sèche qu'à une créature venimeuse. Mais Sonoran laissait rarement quelqu'un seul longtemps. Une vibration aussi fine qu'une aiguille dans le sable parcourut le sol. La couleuvre leva la tête, sa langue fendant l'air chaud, goûtant l'odeur légère mais familière. Plumes, poussière d'oiseau, l'odeur gourmande de celui qui se précipitait toujours au moindre souffle de vie. Au milieu de ces lignes de chaleur dansante, l'ombre d'un oiseau glissa, basse et rapide. Ses longues pattes effleurèrent le sol si légèrement qu'elles ne firent presque aucun bruit. Ses yeux noirs scrutèrent les ondulations du sable comme s'ils lisaient une carte invisible. Un grand géocoucou. À ses yeux, le désert était un festin impitoyable. Eux, lézards, bébés serpents, souris, tout ce qui était mou, nutritif et vulnérable était un repas. Il ignorait que les crotales ne pondaient pas leurs œufs dans le sable, mais il perçut une chose clairement. Une petite parcelle de terre irradiait plus de chaleur que les alentours, signe de vie se rassemblant dans l'ombre du creux. Il baissa le corps et inclina la tête pour écouter. De fines pas dessinaient de petites courbes dans le sable. Il s'approcha furtivement, tandis que la mer se tendait, sa queue sèche se mettant à vibrer, produisant une série de sons rauques qui se répercutèrent dans l'air. Dans le désert de Sonora, ce son était souvent un dernier avertissement. Nombre d'espèces s'arrêtaient, battaient en retraite. Mais le géocoucou n'était pas de celle-là. C'était une créature qui vivait en s'accrochant au fil du temps, entre hasard et mort. L'oiseau fondit sur lui. Son premier coup de bec atterrit juste devant le ventre gonflé de la mer. Le serpent se cabra, sa tête basculant sur le côté, sa morsure déchirant l'air chaud, forçant le géocoucou à s'écarter d'un bond. Le sable s'éleva en un fin voile, la lumière du soleil se brisa en éclats éblouissants. Le grand géocoucou atterrit, sans s'enfuir. Il se retourna,
ses pattes changeant de direction en un éclair, et se jeta de nouveau sur lui, visant cette fois droit le corps massif en contrebas, là où il sentait le plus intensément la chaleur. Un coup de bec pourrait déséquilibrer le serpent et le mettre à nu un instant. Pour un animal aussi rapide, un tel instant pouvait faire la différence entre un repas et la mort. La mère serpent le savait. Elle savait pertinemment qu'elle portait en elle plus d'une douzaine de petites vies. Elle n'avait plus la force de se lancer dans un long combat. Chaque morsure était une perte. Chaque mouvement de son corps repoussait ses petits. Il lui fallait trouver un autre moyen de mettre fin à ce combat. Lorsque le grand Géocoucou se jeta une troisième fois sur lui, le bec pointé vers le flanc, la mère serpent recouvrit le trou d'une couche de sable, puis se glissa rapidement dans une crevasse plus profonde de la roche. De l'extérieur, il ne restait plus qu'une étendue de sable, à peine visible. Le grand Géocoucou crut qu'elle battait en retraite, son instinct le poussa à la poursuivre. Il piqua l'endroit où le serpent s'était couché, son bec perçant le sable épais, à la recherche d'une écaille, d'un morceau de chair tendre, d'une trace de sang. Mais il ne rencontra que de la terre brûlante. La mère serpent s'était plaquée contre la falaise, retenant son souffle pour limiter sa chaleur, dissimulant tout son corps massif dans l'ombre. Son odeur se mêlait à celle de la roche. Sa chaleur était emprisonnée sous les écailles, ne se diffusant plus uniformément sur le sable. Le grand Géocoucou piqua encore quelques fois, en vain. Une créature portant une portée entière de petits avait disparu sous ses yeux dans un silence total. L'oiseau laissa échapper un cri bref et aigu. Il recula, roula des yeux, puis se détourna. Ses pattes s'enfoncèrent dans le sable, son ombre glissant sur le sol désertique et se fondant parmi les buissons de créosote. Dans la crevasse du rocher, la mère serpent resta longtemps immobile. La douleur des coups de bec qui la sillonnaient la faisait trembler, mais surtout,
les mouvements à l'intérieur de son ventre persistaient. Les embryons tournaient encore lentement dans la membrane souple, leur minuscule cœur battant toujours, inaudible pour quiconque d'autre que son propre corps. Elle avait gardé sa progéniture, mais le prix à payer était palpable à chaque respiration. Elle bougea à peine ce jour-là. Le soleil se leva et se coucha à l'ouest, projetant de longues ombres du saguaro sur le sable brûlant. Lorsque les derniers rayons commencèrent à rougir, la faim la tenaillit. Elle était enceinte depuis des mois, consacrant la majeure partie de son énergie à nourrir ses petits. L'épreuve n'avait fait qu'affaiblir davantage son corps déjà épuisé. Il ne lui restait plus rien dans l'estomac, si ce n'est une profonde fatigue. Si elle ne mangeait pas, elle risquait de ne pas survivre jusqu'à la mise bas. Et si elle tombait avant que les petits ne soient complètement formés, tout ce pourquoi elle avait risqué sa vie disparaîtrait avec elle. Alors que le ciel se teintait de violet, la couleuvre fut contrainte de quitter la crevasse. Elle rampa lentement sur le sable, chaque mouvement mesuré comme si chaque contraction musculaire était un sacrifice pour son corps. Sa langue frétillait plus vite, goûtant la brise légère. Parmi les odeurs de poussière, de pierre, de cactus, une autre senteur parvint enfin à ses lèvres. Fourrure, graines, le souffle court et pressé d'une créature absorbée par son activité. Un rat kangourou. Il sautillait près d'un buisson, creusant le sable à la recherche de graines dures, à l'abri des rares pluies. La nuit précédente, il avait échappé au croc d'un renard. Ce matin, il avait réussi à se réfugier dans une grotte au passage de l'ombre d'un aigle. À présent, dans la douce lumière de l'après-midi, il se croyait en sécurité. La couleuvre s'arrêta à la lisière de l'ombre de l'arbre, le corps tendu comme une corde d'arc. La tête baissée, les yeux rivés sur sa proie, elle sentait la faim la faire trembler légèrement, tout en aiguisant ses sens. Elle sentait distinctement chaque pas de la souris sur le sable, chaque respiration de sa petite poitrine.
La souris leva la tête, renifla l'air une fois, 2 fois. Ne percevant aucune odeur étrange, elle se pencha davantage. À cet instant, la mère serpent bondit. Aucun sifflement. Aucun craquement de sable. Juste un mouvement circulaire déchirant le vide. Deux longs crochets s'enfoncèrent dans le point le plus vulnérable du cou tendre, juste derrière la tête. Le corps de la souris tressaillit un instant, puis le venin se répandit rapidement comme une traînée de feu dans un tunnel de sable. Son corps s'affaissa, ses pattes se contractèrent. Le serpent s'accrocha désespérément, sentant sa vie s'éteindre, puis commença à avaler. La chair chaude glissa dans sa gorge, puis dans son estomac, se répandant dans tout son corps. Ses muscles fatigués se revigorèrent. Les petits, blottis en ailes, profitèrent eux aussi de cette chaleur nouvelle. Pendant quelques minutes, la mère serpent resta immobile, laissant son corps absorber l'énergie retrouvée. Sa queue frémissait légèrement, non pas pour menacer qui que ce soit, mais comme un rare moment de répit pour une espèce qui prospère dans le silence. Sonoran ne nous a raconté qu'une partie de l'histoire. D'autres serpents, là-bas, entament leur propre voyage. Si vous souhaitez suivre ces récits, rejoignez-nous pour le prochain épisode. Alors que la nuit tombait sur Sonoran, la mère serpent retourna à son abri. Le ciel était parsemé d'étoiles, de fins filaments de nuages projetant une faible lueur sur les pics rocheux au loin. Elle ralentit, sentant le sable sous son ventre commencer à se refroidir. À l'intérieur de son corps, les petites créatures bougeaient plus distinctement, comme si elles aussi avaient été revigorées. Cette nuit-là, les premières contractions arrivèrent. D'abord, une légère sensation de picotement dans le ventre, puis un rythme régulier. Elle s'enfonça plus profondément dans le trou, trouvant un endroit doux et abrité dans le sable. Son corps se recroquevilla en une épaisse spirale, la tête posée sur son torse, les yeux mi-clos, respirant profondément et lentement. Sous ses écailles, une nouvelle génération se préparait à naître. Pas de blanc éclatant sur le sable. Pas de coquilles fragiles que les bébés auraient à briser. Un à un,
ils émergèrent du ventre humide de leur mère, luisants, fins mais complets. Le premier glissa hors du trou comme un filet d'eau sombre et commença rapidement à rétrécir. Il était bien plus petit que l'énorme corps de sa mère, mais il avait des yeux, une langue, des écailles, des crocs, tout ce dont il avait besoin pour survivre dans le désert de Sonora. Le deuxième, le troisième, le quatrième suivirent. Dans la pénombre de la nuit désertique, le trou tout entier semblait s'animer, parcouru de minuscules filaments cherchant la chaleur. Pour la première fois, ils entr'ouvrirent la langue et goûtèrent la terre, les rochers, la peau de leur mère. L'instinct les poussa à ne pas crier, à ne pas rejoindre le troupeau, mais à chercher l'endroit le plus chaud, le ventre de la mère, où la chaleur des contractions venait de s'apaiser. La mère se recroquevilla légèrement pour former une barrière naturelle. Bien que ses petits fussent assez forts pour être indépendants dès la naissance, elle resta auprès d'eux, les enveloppant de son corps durant les premiers jours. Chez les reptiles, il est rare qu'une mère reste avec ses petits, les protégeant du vent et des prédateurs. Mais pour les crotales du Sonora, c'était le seul moyen de garantir à ces petites vies une chance de survivre aux heures les plus fragiles. La nuit passa dans le silence. Le vent soufflait par l'ouverture, apportant avec lui l'odeur du froid et de la poussière sèche, mais à l'intérieur du corps de la mère, les petits gisaient serrés les uns contre les autres, respirant de petits souffles réguliers. Au matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers le trou, ils commencèrent à lever la tête. Leurs petits yeux noirs s'écarquillèrent, leur langue s'ouvrant pour capter l'odeur du vent chaud qui se levait. Le premier jour, ils n'osèrent ramper que de quelques centimètres, puis retournèrent se blottir contre le ventre de leur mère. L'un d'eux s'aventura plus près de l'extérieur, où la lumière était plus intense, le sable plus brûlant. Durant cette courte semaine, la mère serpent fut à la fois un rempart, un abri et une leçon de vie. Elle leur enseigna non par des sons, non par des cris d'alarme, mais en se dressant entre eux et le danger, en s'écartant lorsqu'ils allaient dans la bonne direction et en les arrêtant lorsqu'ils s'exposaient trop. Puis un matin, alors que le soleil était encore bas et que l'ombre du saguaro s'étendait sur le sable, les mouvements dans le trou changèrent. Les petits commencèrent à se frotter davantage contre le sable et les rochers, leurs vieilles écailles se détachant par fines lamelles, révélant une peau neuve, plus brillante et plus tranchante. La première mue avait commencé. Un cap franchi, celui où ils n'avaient plus besoin de leur mère. La mère serpent les regarda, ses yeux jaunes pâles emplis d'une expression mêlant fatigue et sérénité. Elle savait que son temps avec eux était révolu. Son corps était bien plus léger après la mise bas, mais un vide persistait, fruit de mois de grossesse et de journées blanches passées à veiller sur eux.
Le jour où le vent changea de direction, emportant avec lui le parfum des roches des montagnes lointaines, elle quitta la tanière. Non pas immédiatement, mais se glissa au loin, comme pour ouvrir un dernier passage à ses petits. Les jeunes la regardèrent, leur langue fendant l'air, scrutant l'immensité du monde qui s'offrait à eux. Puis, un à un, ils partirent. Sans cri, sans adieu. Le désert n'avait pas de place pour de tels rituels. Seul l'instinct guidait silencieusement chaque créature vers son destin. Alors que le soleil s'élevait au-dessus des troncs de saguaro, la tanière où les serpents avaient éclos n'était plus qu'une parcelle de sable légèrement remuée, ultime trace d'une famille qui n'avait existé que quelques jours fragiles. La mère serpent s'était éloignée, son corps se fondant dans le sol comme une vieille ombre, seul le bruissement de sa queue résonnant encore quelque part dans la chaleur, rappelant que le désert de Sonora était toujours peuplé de ceux qui portaient en eux, en silence, la mort et la vie. L'ombre d'un oiseau glissa. Un géocoucou. Il ignorait que la dernière fois qu'il avait frôlé une couvée d'oisillons, il se serait retrouvé face à l'un d'eux. Peut-être qu'un jour, l'un de ces petits, tout juste sortis du nid, serait celui qu'il croiserait. Le Sonora répétait sans cesse son cycle de survie. Seuls les acteurs changeaient. Et quelque part sous le sable brûlant, un petit serpent gisait immobile, la langue pendante, découvrant pour la première fois distinctement l'odeur de la poussière, celle de la pierre, celle du vent chaud et la légère odeur métallique de ses congénères. Il ignorait tout des géocoucous, des rats, et du long chemin qu'il allait parcourir. Il sentait seulement le sol trembler légèrement sous son ventre, et son instinct lui disait d'attendre le bon moment. Au Sonora, ceux qui savent attendre sont généralement ceux qui survivent. Alors que le soleil se couchait sur le désert de Sonora, les bébés serpents se dispersèrent dans l'ombre des rochers, et leur mère s'éloigna silencieusement vers le désert. Mais Sonora ne s'arrêta jamais. À l'autre bout du désert, une autre créature vit elle aussi ses premiers instants de survie. Et ce sera la prochaine histoire que cette terre a à raconter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour nous accompagner dans notre prochain voyage. Merci de nous avoir suivis.
L'Amazonie, la loutre géante et la bataille de la jungle. L'Amazonie n'est pas seulement une forêt, mais le cœur battant de la vie sauvage. S'étendant sur 9 pays d'Amérique du Sud, elle abrite plus d'un quart de la biodiversité mondiale. Des milliers de rivières s'entrecroisent telles des veines, les forêts sont aussi denses que des murs de temps. Couvrant un monde où chaque pas, chaque mouvement, peut signifier la vie ou la mort. Dans un pays où la lumière du soleil filtre à travers les feuilles et où la vapeur s'élève du sol comme de la fumée, chaque créature doit lutter à chaque instant pour survivre. L'Amazonie abrite également des guerriers silencieux, forgés au fil de millions d'années d'évolution. Loutre géante. Le guerrier fluvial de l'Amazonie. Les loutres adultes peuvent mesurer de 1,5 à 1,8 mètres de long, queue comprise, qui leur sert de gouvernail sous l'eau. Leur fourrure courte, épaisse et particulièrement brillante, est brun foncé ou brun rougeâtre, ce qui les rend totalement imperméables. Telle une armure biologique, elles se réchauffent dans les eaux froides de la rivière. Sur leur cou, chaque individu porte une marque blanche unique, telle une empreinte digitale, qui leur permet de s'identifier. Des pattes courtes mais puissantes, de larges pieds palmés comme des pattes de canard, leur permettent de glisser doucement et silencieusement dans l'eau. Des yeux ronds et de petites oreilles sont souvent la seule chose qui ressort lorsqu'elles observent sous l'eau. Contrairement aux carnivores solitaires, les loutres géantes vivent en groupes familiaux très soudés. Un groupe comprend généralement un couple de parents et leurs petits d'âge différents. Ils chassent, jouent et dorment côte à côte. Ce lien familial est maintenu grâce à leurs vocalisations uniques, avec plus de 20 types différents, allant des sifflements d'avertissement aux cris profonds et réconfortants lors des moments de stress. Le couple reproducteur est uni pour la vie. La saison des amours tombe généralement pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau est bas et que les proies sont plus concentrées. Après une gestation d'environ 65 jours, la mère loutre donne naissance à 1 à 5 petits dans une tanière cachée au bord de la rivière. Celle-ci est soigneusement creusée et protégée des menaces telles que les crocodiles, les pythons et les jaguars. Les petits naissent aveugles et totalement dépendants de leur mère. Toute la famille prend soin d'eux, les garde au chaud et leur apprend. Ils forment une équipe, appliquant une stratégie de survie. Lorsque les petits sont presque adultes, les parents leur apprennent à chasser. Au menu du jour, poisson.
Dans les eaux troubles d'un affluent de l'Amazone, un bébé loutre se tenait immobile, seuls ses yeux bruns dépassant de l'eau. Au loin, les adultes se débattaient violemment pour forcer les poissons à se réfugier dans un coin mort. Chaque tourbillon d'eau se tordait comme un filet invisible. Le doux bruit des vagues clapotant sur le rivage, seul bruit dans cette scène tendue. Le bébé resta immobile. Immobile. La queue légèrement repliée, les pattes arrière repliées contre son corps. Ses moustaches tremblaient, il sentait le moindre mouvement dans l'eau. Un poisson passa sous ses pieds. L'air sembla s'arrêter. Et puis, soudain, il bondit. Une morsure. Le poisson avait disparu. Seules les ondulations subsistèrent, et les yeux du bébé loutre se turent quelques secondes. Les autres loutres avaient toutes de la nourriture, mais pas lui. Il regagna tranquillement le groupe, les loutres partageant leur nourriture avec lui pour se consoler de son premier échec. Une matinée tranquille sur un affluent de l'Amazone. La jeune loutre nage près de sa mère. Ses yeux bruns alertes suivent chaque plongeon, chaque mouvement rythmé de sa queue. Elle apprend à attendre. À ne pas plonger au premier mouvement. Elle doit lire le courant. L'eau devant elle ondule légèrement. Sa mère ne donne aucun signal. Il tourne simplement la tête, puis plonge. Cette fois, il n'a besoin de personne pour rassembler les poissons. Il nage vers les eaux peu profondes, se faufilant prudemment entre les arbres submergés. Un banc de petits poissons tourne sous les racines. Un coup décisif. Il serre les dents, le poisson lisse se débat. L'eau éclabousse. L'espace d'un instant, tout semble s'arrêter. Puis, poussant un grand cri, il reçoit sa propre récompense. Un départ pour le nouveau chasseur, devenu adulte. Mais l'Amazonie ne se résume pas à l'eau. Ce monde est aussi façonné par l'obscurité et les prédateurs du rivage. Dans les forêts humides riveraines, où la lumière ne filtre qu'à travers les feuilles, se trouve un chef de file de la chaîne des prédateurs terrestres. Le jaguar. Son corps est solide et compact,
telle une masse musculaire vivante. Sa fourrure jaune foncé, tachetée de rosettes noires caractéristiques, est à la fois un signe distinctif et un camouflage parfait dans la jungle. Un jaguar mâle adulte peut mesurer jusqu'à 1,80 m de long et peser plus de 90 kg. Ses yeux ambrés sont toujours étroits, analysant chaque mouvement. Ses pas sont légers comme le vent qui souffle dans les feuilles pourries, mais chaque foulée contient la puissance nécessaire pour abattre n'importe quelle proie. Il n'a pas besoin de vitesse. Il gagne avec silence et précision. Les mâchoires du jaguar comptent parmi les machines à broyer les plus puissantes du monde animal. Il chasse seul, marquant son territoire de son odeur et rugissant comme la terre qui roule. Et si les jaguars évitent la plupart du temps les eaux profondes, ils n'hésitent pas à poursuivre même les berges de la rivière, si la cible est digne d'intérêt. Sous le soleil brûlant de l'après-midi amazonien, le sol semble s'évaporer sous les pas des loutres. Toute la famille vient de quitter l'eau, trouvant un peu d'ombre parmi les rochers du rivage. Respiration douce, bruit de la fourrure mouillée frôlant les rochers, et yeux mi-clos au repos. Mais ce n'est pas un endroit paisible. Ce n'est jamais le cas en Amazonie. Juste derrière eux, le jaguar, le prédateur terrestre par excellence, les suit depuis longtemps. Il ne se précipite pas et ne grogne pas. Il se contente de se plaquer silencieusement contre le sol, chaque muscle se contractant sous sa peau tachetée comme un courant mortel. La distance se raccourcit. Une jeune loutre lève soudain la tête. Ses yeux se plissent, elle renifle, sentant une odeur étrange. Mais tous les avertissements sont trop tard. Le jaguar charge. Tout le troupeau est surpris. Les corps élancés se précipitent vers l'eau. Mais soudain, l'inattendu se produit. La meute fait demi-tour. Il ne s'enfuit pas. Une contre-attaque sauvage et audacieuse du jaguar. Le prédateur bat en retraite. La chasse prend fin. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il a compris, face à lui, il n'y a pas qu'une seule proie, mais une famille unie. Une alliance de sang qui sait se battre jusqu'au bout. Dans ce monde féroce, la force ne réside pas seulement dans les griffes, mais aussi dans le cœur pour se protéger les uns les autres.
La loutre l'a prouvé. Parfois, la vie ne repose pas sur la peur, mais sur le courage collectif. Une situation que même le roi des prédateurs terrestres doit fuir. Cependant, dans certains cas, lorsque la loutre part seule, elle devient la proie du jaguar sans trop d'efforts. Les loutres jouent après un combat contre un ennemi terrestre. L'unité de la meute de loutres est une force que même un prédateur professionnel comme le jaguar doit maîtriser. En Amazonie, les jaguars ne sont pas les seuls ennemis terrestres des loutres. Même dans le fleuve Amazone, leur territoire, les crocodiles caïmans représentent une menace constante. Sous les eaux limoneuses de l'Amazone, où la lumière s'étouffe après seulement quelques centimètres de profondeur, le crocodile caïman noir se cache comme une partie invisible de l'écosystème. Il est silencieux, immobile, mais animé d'une intention meurtrière. C'est la plus grande espèce de crocodile d'Amérique du Sud, mesurant en moyenne 3 à 5 mètres de long et pesant jusqu'à 400 kg à l'âge adulte. Leurs dents serrées comme des lames de scie, leurs morsures dépassant de loin celles des lions, capables d'écraser le crâne des singes, de fendre la carapace des tortues ou d'emprisonner des poissons-chats géants. Leur peau rugueuse et sombre, allant du bleu noir au gris cendré, leur permet de presque disparaître dans les eaux troubles où la lumière ne peut atteindre le fond. Mais ce qui rend le caïman noir si redoutable n'est pas seulement son apparence, mais aussi sa stratégie de chasse froide et efficace. Il ne poursuit pas sa proie comme un grand félin, ni n'a besoin de se tenir à l'affût à courte distance comme un léopard. Il reste immobile pendant des heures, seuls ses yeux et ses narines dépassant de l'eau, observant patiemment le moindre mouvement des bancs de poissons, d'oiseaux ou de créatures qui s'approchent négligemment du rivage. Et avec son roulade mortelle, il ne laisse aucune chance à sa proie de s'échapper. Le menu du caïman est varié, poissons, oiseaux aquatiques, petits mammifères, et même des bébés loutres si l'occasion se présente. Mais face à l'alliance des loutres géantes, la bataille ne se résumera plus à une embuscade et à une déglutition. Ce sera un affrontement entre puissance ancestrale et tactique moderne, entre silence mortel et cris unifiés qui résonnent de l'autre côté du fleuve. Le fleuve Amazone est calme, les yeux baignés par le soleil étincelant de l'après-midi. Mais sous l'eau trouble, un mouvement silencieux se produit. Le caïman, maître des embuscades, rampe lentement. Au loin, un groupe de loutres nage, leur gazouillis résonnant à travers le fleuve. Ces créatures intelligentes et grégaires ignorent totalement que, sous l'eau apparemment paisible, une
une ombre sombre se rapproche. Elle joue et se roule. C'est leur confiance qui les fait temporairement perdre leur vigilance. Le caïman s'arrête, se rapproche du coin caché sous les feuilles qui pendent jusqu'à l'eau. Il reste immobile. Ses yeux observent quelques loutres qui approchent. Cependant, la jeune loutre a déjà perçu le danger et, par ses cris, en appelle d'autres. Le groupe de loutres commence à encercler le crocodile, leur sifflement strident résonnant comme pour former la formation. Il s'efforçait continuellement de harceler et de détourner l'attention du crocodile. L'espace sembla s'arrêter quelques instants. Soudain, le crocodile attaqua. La surface de l'eau éclaboussa. Ces contre-attaques ne touchèrent que le vide, les loutres continuant de les taquiner. Une atmosphère chaotique régnait. Après quelques minutes de lutte, le caïman battit en retraite. Il préféra préserver sa vitalité plutôt que de combattre un ennemi imposant et agile. Dans cette situation, les loutres restèrent hébétées quelques secondes, sans quitter la surface de l'eau des yeux. Sur l'Amazone, la force des muscles du troupeau devait parfois reculer. La surface de l'eau était calme, le combat n'avait que temporairement cessé. Dans le rythme incessant de la survie, demain l'eau redeviendrait trouble, et le signal d'alarme retentirait à nouveau. Après chaque combat, que ce soit contre un prédateur ancestral comme le caïman ou contre un jaguar qui rôde silencieusement sur la berge, les loutres retournent à leur troupeau, où les jeunes apprennent à écouter, à plonger et à se battre non pas avec leur force individuelle, mais avec intelligence et ténacité collective. Elles deviennent plus prudentes après chaque rencontre, mais aussi plus courageuses, sachant que la vie n'est pas faite pour les paresseux. Dans l'obscurité totale des eaux noires de l'Amazonie, existe une créature qui n'a besoin ni de croc ni de vitesse, mais qui est assez forte pour faire reculer même les prédateurs les plus féroces. Le poisson électrique. Le tueur silencieux du monde sous-marin. Le poisson électrique, aussi appelé anguille électrique, est l'une des créatures les plus uniques de l'écosystème amazonien. Bien qu'appelé poisson, il appartient en réalité au groupe des poissons-couteaux, et non à un proche parent des véritables anguilles. Allongé comme une corde noire brillante, il peut atteindre plus de 2,5 mètres de long et peser plus de 20 kg. C'est l'un des plus grands prédateurs électriques de la planète. Contrairement à leur apparence douce et à leur mouvement de nage silencieux, le long corps du poisson électrique, qui représente plus de 80%, est composé de 3 organes générateurs d'électricité, l'organe principal, l'organe de Hunter et l'organe de Sachs.
Ces muscles spéciaux peuvent générer des impulsions électriques atteignant 600 volts, soit 5 fois la tension d'une prise électrique, et jusqu'à 1 ampère de courant, suffisamment pour provoquer des convulsions, des troubles neurologiques, voire un arrêt cardiaque chez certaines petites espèces. Bien qu'ils ne possèdent ni nageoire dorsale ni pelvienne, les poissons électriques nagent en ondulant doucement le long de leur corps depuis leur longue nageoire anale. Ils évoluent silencieusement dans les eaux troubles où la lumière du soleil a du mal à pénétrer. Leurs yeux sont petits et sous-développés, mais en contrepartie, ils les aident à détecter les mouvements les plus subtils d'un poisson ou d'un insecte blessé. Les poissons électriques sont solitaires, souvent cachés. Lorsque les pluies frappent l'Amazone, le niveau de l'eau monte et les poissons électriques entrent en période de reproduction. Pas de spectacle, pas de danse. Le mâle attire sa partenaire avec des impulsions électriques de sa propre fréquence, tel un signal invisible dans la forêt profonde. Après l'accouplement, il crée un nid de bulles, utilisant le mucus de sa bouche, flottant sous la canopée dense. La femelle y pond des centaines de minuscules œufs. La responsabilité incombe désormais au mâle, il surveille le nid, utilisant de faibles courants électriques pour détecter et repousser les prédateurs. Lorsque les œufs éclosent, les alevins fragiles, incapables de produire de l'électricité, deviennent des proies vulnérables. Seule une petite fraction survit aux premières semaines. Mais pour ceux qui survivent, chaque jour est un pas en avant. Ils développent des organes électriques, apprennent à détecter les mouvements, à se protéger et à chasser. Vers l'âge de 2 ans, un adulte peut mesurer près de 2 mètres de long. Il sait utiliser l'électricité comme une arme invisible. En Amazonie, les poissons électriques deviennent aussi une proie redoutable pour les crocodiles ou les loutres. Dans les eaux calmes et troubles de l'Amazonie, un bébé crocodile caïman se glisse en avant, ses yeux s'illuminant au moindre mouvement dans le fond vaseux. Il se précipite, la gueule grande ouverte, pensant se régaler. Mais c'est une erreur fatale. Le poisson électrique, silencieux comme une souche, libère aussitôt une puissante décharge électrique. Les muscles du crocodile se contractent. Il ne peut que reculer devant cette proie difficile. Dans ce monde inondé, les faibles en apparence sont les véritables monstres. Les crocodiles peuvent chasser de nombreuses espèces, mais pas les poissons électriques. L'Amazonie, un labyrinthe impitoyable de survie, où chaque créature naît avec un rôle, une stratégie et des limites. De la loutre géante intrépide au crocodile caïman embusqué en passant par le poisson électrique aux armes invisibles, tous ces êtres créent une symphonie sauvage et infinie entre la jungle et la rivière. Le maître d'aujourd'hui peut devenir la proie de demain.
Le silencieux peut être le plus dangereux. Et dans ce jeu de millions d'années d'évolution, ce n'est pas la force pure qui détermine la survie, mais l'adaptabilité, la solidarité et un esprit inflexible. Voici l'Amazonie, où chaque souffle peut être le dernier, ou le début d'une nouvelle légende. Vous aimez la magie du monde sauvage et les rencontres époustouflantes entre prédateurs et proies? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains voyages, où la nature continue d'écrire des histoires sans scénario. Que l'instinct et la survie.